Bonjour, c'est la première partie de la 14e séance du cours de biostatistique destiné aux étudiants de la première année médecine de l'Université de Patna 2. Dans ce cours, on est concerné par le test ou la classe de test appelée test de variance ou analyse de la variance qu'on note en abrégé ANOVA. Ce test se base sur la dispersion des valeurs des populations. On a jusqu'ici présenté des tests pour comparer deux moyennes théoriques, μ1 et μ2, à partir de deux échantillons, ou pour comparer une moyenne observée et une moyenne théorique μ. Dans cette section, on utilise une classe de test appelée analyse de la variance ou analyse de variance pour réaliser deux classes de tests. La première classe concerne la comparaison de moyennes de plusieurs, c'est-à-dire de deux ou plus populations, à partir d'échantillons aléatoires issus de ces populations. Le deuxième test concerne la comparaison de variance de deux populations à partir d'échantillons de ces deux populations. Ce genre de test est indiqué sous le qualificatif analyse de variance parce qu'il se base sur la dispersion des variables considérées. On commence donc par la première classe de test qui concerne la comparaison de plusieurs moyens. Il y a deux conditions pour que ce test soit valide. La première condition, c'est que les lois qui gèrent ces populations doivent être normales. Et la deuxième condition, c'est l'égalité des variances de ces populations. Pour simplifier l'exposé, on expliquera la façon de réaliser ce genre de test à travers un exemple. Donc, on considère l'exemple suivant. Donc, une importante entreprise de conservation alimentaire réalise une étude économique relative à la transformation des haricots verts. Une enquête de terrain est réalisée pour étudier l'influence éventuelle des facteurs variétals sur le diamètre des haricots. Ce dernier paramètre est en effet un critère important puisqu'il permet de classer les haricots selon diverses catégories, fins, extra fins, etc. On se limite dans cet exemple à 4 variétés, V1, V2, V3 et V4, qui offrent une bonne résistance aux maladies et sont donc fréquemment cultivés dans la région étudiée. On considère des haricots issus de sols comparables et de techniques culturales proches. On prélève des échantillons aléatoires de chacune de ces 4 variétés et l'on observe ou l'on mesure les diamètres de ces haricots. Les résultats sont rassemblés dans le tableau suivant. Voilà. Donc ici, c'est le diamètre des haricots de la première variété. Ici, le diamètre des haricots de la deuxième, etc. jusqu'au quatrième. Donc on a ici 4 échantillons. 4 échantillons. Ici, de ces 4 populations, les populations sont
V1, V2, V3, V4. Et on sait qu'une étude préalable a permis d'accepter les hypothèses nécessaires pour réaliser ce test, c'est-à-dire d'accepter la normalité ainsi que l'égalité des variances des variables aléatoires. Ces variables aléatoires sont les diamètres des haricots verts. Donc, on considère le test suivant représenté par la question suivante. Peut-on considérer qu'en moyenne, les 4 variétés ont le même diamètre? Tester cette hypothèse au niveau 95%. Donc, pour répondre à cette question, on va réaliser un test appelé test analyse de variance. On commence par les notations. Donc ici, on note E indice I, l'échantillon numéro I, puisqu'ici on a 4 échantillons, donc on a I varie de 1 à 4. Donc E indice I, c'est un échantillon aléatoire de la population V indice I, qu'on note sa moyenne mu indice I. Ici donc on a considéré 4 échantillons, voilà. Le nombre des échantillons, on le note K. Donc on a K est égal à 4. Et la taille de l'échantillon numéro I, on la note N indice I. Et donc ici, N indice 1, le premier échantillon, contient 21 haricots. L'échantillon numéro 2 est composé de 35 haricots, etc. Ici, on note X, indice IJ. I fait référence au numéro de l'échantillon. IJ fait référence au numéro de l'observation de l'échantillon indice I. Par exemple, X1, 1, c'est l'observation numéro 1 de l'échantillon 1, c'est-à-dire le diamètre du premier haricot du premier échantillon qu'on a noté E indice 1. Ici, par contre, puisque est égal à 2, ça fait référence à l'échantillon numéro 2, le deuxième échantillon. Ici, c'est la 6e observation de l'échantillon numéro 2, c'est-à-dire c'est le diamètre du 6e haricot du deuxième échantillon qu'on a noté E indice 2, etc. Maintenant, X bar indice I, c'est la moyenne de l'échantillon numéro I. Par exemple, X bar 1, c'est la moyenne de l'échantillon, c'est-à-dire la moyenne des diamètres des haricots de l'échantillon I. X bar 1, c'est la moyenne de l'échantillon numéro 1, etc. Donc, X, de façon générale, X bar indice I, c'est la somme du diamètre de l'échantillon numéro I divisé par la taille de cet échantillon qu'on a noté, N indice I. Autre notation, X bar, c'est la moyenne du grand échantillon formé par tous les échantillons. C'est-à-dire on rassemble les 4 échantillons dans un même échantillon. X bar dénomme ou note ou représente la moyenne de ce grand échantillon. Donc, X bar, c'est la somme des diamètres de tous les haricots, okay, divisé par la taille du grand échantillon, c'est-à-dire grand 1 qui est la somme des tailles des 4 échantillons. Donc N grand N, c'est N1 plus N2 plus N3 plus N4. Et ainsi, ici, on peut simplifier cette expression. Cette somme, en fixant I, cette somme, c'est la somme du diamètre de l'échantillon numéro I, qui est égal à la moyenne
de l'échantillon I multiplié par la taille de l'échantillon. Donc, c'est la moyenne X bar I, c'est la moyenne de l'échantillon indice I multiplié par la taille de l'échantillon E indice I. Là, cette taille, on rappelle qu'on l'a noté N indice I. Donc, voilà, donc on a ici la notation X bar indice I, qui est la moyenne de l'échantillon EI, et on a X bar qui note la moyenne du grand échantillon formé par les 4 échantillons. Voilà. Maintenant, la somme des carrés totales ou dispersion totale, qu'on note ici la somme des carrés des écarts totales, est donnée par cette expression. Okay. Donc, considère la moyenne totale, c'est-à-dire la moyenne du grand échantillon, la différence entre la valeur de chaque élément du grand échantillon, on élève au carré et on somme. Donc ici, on commence par i est égal à 1, on fait la somme pour le premier échantillon, i est égal à 2, on somme pour l'échantillon 2, jusqu'à i est égal à 4, on fait la somme pour l'échantillon numéro 4. Donc cette expression c'est quoi? C'est le carré des différences, ou c'est le carré des écarts, c'est-à-dire la différence entre la moyenne générale x bar et chaque élément du grand échantillon, de l'échantillon formé par nos 4 échantillons. Donc cette expression s'appelle la somme des carrés totaux ou dispersion totale, qu'on note S, C, E, indice T. La deuxième notion, c'est la somme des carrés résiduels ou dispersion intra-échantillon. Notez S, C, E, indice F, qui est donné par cette expression. Ok. Donc ici, d'abord en fixant I, on trouve les écarts entre la moyenne de l'échantillon indice I et les valeurs de 6 éléments. Donc ici, cette somme concerne l'échantillon numéro 1. Ok. Ensuite, on fait la somme pour les 4 échantillons en faisant varier I de 1 à 4. La troisième notion, c'est la somme des carrés factoriels ou dispersion inter-échantillon, qu'on note SCE indice F, qui est défini par cette expression. Ça donc, cette expression c'est quoi? En fixant I, en faisant la différence entre la moyenne générale et la moyenne de l'échantillon indice I, en multipliant par la taille de l'échantillon indice I, et on somme. Remarque, donc on peut vérifier que la somme des carrés des écarts totaux est donnée par cette expression, en développant l'expression donnant la définition, la même chose, la somme des écarts et des écarts factoriels, on peut montrer qu'elle est égale à cette expression, et la somme des carrés et des écarts réels est égale à cette expression. Autre remarque, on peut montrer que cette quantité, c'est la somme, elle est égale à la somme de ces deux quantités. On peut faire ça pour les étudiants intéressés, ils peuvent faire ça comme exercice. Ensuite, on rappelle les notations. X2 points, c'est la somme des valeurs de tous les éléments des 4 échantillons. Et XI point, c'est la somme des valeurs de l'échantillon numéro I, EI. Voilà. On définit maintenant les notions suivantes. Donc, on définit ce qu'on appelle la variance interclasse ou carré moyen factoriel. Carré moyen factoriel qui est désigné en abrégé par cette expression. Donc, ce carré moyen factoriel, c'est la somme des carrés des écarts factoriels divisé par le nombre des échantillons moins 1. Donc, pour notre exemple, le nombre, on a 4 échantillons, donc ici, c'est divisé par 3. Ensuite, la deuxième quantité qu'on définit ici, c'est la variance intraclasse.
au carré moyen résiduel, qui est égal par définition à la somme des carrés des écarts résiduels divisé par la différence entre le nombre total de tous les éléments, c'est-à-dire la somme des tailles des échantillons, et le nombre d'échantillons. Donc ici, n, si on fait le calcul, on trouve qu'il y a 131 éléments. Et K, on a 4 échantillons, donc c'est 131 moins 4 et on trouve 127. Ces deux expressions sont fondamentales pour notre test. Il faut bien se rappeler la définition de ces deux quantités, okay? Parce que ce rapport, le rapport de ces deux quantités sera utilisé ou sera utilisé comme statistique de test observée dans notre test. On revient maintenant à ce qu'on appelle l'équation de l'analyse de la variance, qui est l'égalité. Donc, cette égalité, la somme des carrés des écarts total est égale à la somme de ces deux quantités, la somme des carrés des écarts résiduels et la somme des carrés des écarts factoriels. On passe maintenant au test proprement dit, c'est-à-dire, bien sûr, si on explique ici les 4 étapes des tests. Donc, bien sûr, la première étape, c'est la définition de l'hypothèse nulle, notée par H0. Donc, les 4 étapes du test. La première étape, donc, c'est la définition de l'hypothèse nulle qui est notée H0, qui signifie l'égalité des 4 moyennes, et l'hypothèse alternative notée H1, qui signifie que au moins 2 de ces 4 moyennes ne sont pas égales. Ensuite, le seuil critique. Ici, le seuil critique est calculé sur une table appelée la table de la loi de Fischer. F, qui est noté F, mais 1, mais 2. Il y a 2 degrés de liberté. Et F, c'est la fonction de répartition de la loi appelée loi de Fischer à 2 degrés de liberté. Ici, le premier indice ou le premier degré de liberté, c'est le nombre des échantillons moins 1. Et le deuxième degré de liberté, mi2, on obtient mi2, c'est la différence entre le nombre total des éléments, c'est-à-dire la somme des tailles des 4 échantillons, moins le nombre d'échantillons. Donc, si on compte combien il y a d'éléments dans les 4 échantillons, il y a 131. Donc, 131 moins 4, on trouve 127. Voilà. En utilisant donc ce seuil est le quantile de la loi de Fischer, le degré de liberté mi1, mi2, et avec 1 moins alpha. Ici, alpha c'est 0,05, donc 1 moins 0,05, c'est 0,95. Donc ici, c'est la loi de Fischer, avec les deux degrés de liberté, 3, 127, et d'ordre 1 moins alpha, qui est égal à 0,95. Ici, si on observe la table de Fischer, qui est la table 5, on remarque qu'il n'y a pas le premier degré de liberté est disponible sur la table. Mais le deuxième degré de liberté, il n'y a pas exactement un degré de liberté égal à 127. Il y a soit 100, soit 200. Soit on prend le degré de liberté 100, qui est égal à 2,70, le plus proche, soit on prend la moyenne. La moyenne. On prend F3 100, 0,95 et F3 200, 0,95. Ici, on a pris la moyenne, la moyenne égale à 2,675. Ici, donc, est expliqué dans
Donc voilà la table de Fisher-Snellicord. Donc ici, la première colonne contient le premier degré de liberté 1001, la première ligne, le deuxième degré de liberté noté 1002, et ici alpha pour toute cette table est égal à 0,05. Donc ici, on prend alpha est égal à 0,05 pour notre exemple. mu1 est égal à 3, qui est le nombre des échantillons, moins 1, et mu2, c'est la différence entre la somme des tailles des 4 échantillons, qui est égale à 131, moins le nombre d'échantillons. Cette différence est égale à 127. Ici, il n'y a pas 127 pour le deuxième degré de liberté. Il y a soit 100, les valeurs les plus proches, soit 100, soit 200. Ici, on a pris la moyenne de 70 plus 2,65. Okay. La statistique de test observé, comme on l'a dit, c'est le rapport entre le carré moyen factoriel et le carré moyen résiduel. Le carré moyen factoriel est égal à 17,53 et le carré moyen résiduel c'est 2,17. Donc la statistique de test observé est égale à 8,08. Pour la décision, on compare cette statistique de test observé au seuil critique. Si cette statistique de test observé est supérieure au seuil critique qui est égal à 2,6, donc on rejette l'hypothèse nulle, sinon on l'accepte. Ici, dans notre cas, dans notre exemple, 8,08 est supérieur à 2,675. Donc, on rejette l'hypothèse nulle H0 et on accepte l'hypothèse alternative H1. C'est-à-dire, on accepte que, avec un risque de 5% de se tromper, que au moins les diamètres moyens de deux variétés ne sont pas égaux. Voilà, on s'arrête là. Et dans la deuxième partie, on exposera ou on expliquera le test concernant la comparaison de la variance de deux populations. Merci de votre écoute et à la prochaine présentation.